Moi, je l'ai utilisé au début pour moi, pour des problèmes de santé, de burn-out, tout simplement. Et je n'ai pas pu ne pas reprendre ce métier de soignant parce que je me suis dit, tu ne peux pas ne pas en faire profiter les autres. Perchissime, le magazine audio du Perche. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue. Connaissez-vous le neurofeedback thérapeutique ? C'est une pratique qui s'appuie sur la plasticité du cerveau pour soulager des symptômes, voire guérir différents troubles psychiques ou physiologiques. Caroline Vadé est praticienne en neurofeedback thérapeutique à Chartres et à La Loupe. Elle en explique ici le fonctionnement et la façon dont elle allie écoute, rigueur et persévérance pour accompagner ses patients à l'aide de cette pratique. Bonne écoute. Le neurofeedback, c'est une technique médicale qui a été créée par des psychiatres il y a 70 ans, parce que les neurologues n'existaient pas encore à l'époque. C'est repris maintenant par les neurologues. Et ça va permettre au cerveau de relancer son autorégulation. C'est quelque chose qui fait naturellement, normalement, toutes les nuits. Mais pour X raisons de la vie, quelquefois, il fonctionne un peu moins bien. Il bug et il accumule des choses qui ne lui permettent plus d'avoir une fluidité et un fonctionnement correct. Et ça se manifeste comment quand il ne fonctionne plus normalement ? Alors ça se manifeste par plein de symptômes. On va avoir des troubles physiques. Donc ça peut être des maladies physiques, ça peut être de la fibromyalgie, ça peut être des douleurs, ça peut être de la sciatique, ça peut être des céphalées, des migraines, etc. Ça peut être des troubles de l'humeur, alors la bipolarité bien sûr, mais là on va plus la mettre dans la psychiatrie, mais ça peut être des dépressions, des burn-out, des moments de fragilité. On peut avoir des pathologies aidées sur des symptômes de pathologie neurologiques comme la maladie de Parkinson, la maladie de Lyme, voilà, mais aussi des pathologies où on peut améliorer l'hypertension, améliorer le diabète, améliorer tout simplement des symptômes plutôt physiologiques. Chez les enfants, on va avoir aussi tous les troubles de l'apprentissage. Alors pas que chez les enfants, mais c'est vrai que ça se voit plus. En tous les cas, c'est là où on les détecte, parce que chez les adultes de ma génération et même celle d'en dessous, c'était très peu détecté. Mais j'ai des adultes que je vais quand même traiter pour des troubles de l'apprentissage. Donc les les dysorthographies, les dyscalculies, les dysgraphies, les dyspraxies, etc. Mais aussi les troubles de l'attention, la concentration. Donc on va avoir aussi des enfants qui vont avoir des TDA, ou alors avec l'hyperactivité, si on rajoute le H. Donc ça fait déjà une large panel. Un spectre là. On va pouvoir aussi traiter, en tous les cas bien améliorer, mais quand même traiter les traumatismes, donc traumatismes physiques, émotionnels, psychologiques. Donc voilà. En fait, c'est assez simple à comprendre, c'est que comme on va aider le cerveau à mieux fonctionner, et que le cerveau c'est la tour de contrôle de tout notre corps, j'aime bien dire ça, mais c'est vraiment vrai, c'est lui qui va gérer tous nos organes, mais toutes nos cellules, tous nos atomes. Donc à partir du moment où il fonctionne bien, il va pouvoir donner les bons ordres aux organes, et ce qui va réceptionner des organes, il va pouvoir l'analyser correctement, et au fur et à mesure faire un cercle vertueux et permettre à tout le monde d'aller mieux et de mieux fonctionner.
ça marche? Enfin, qu'est-ce que c'est, quoi? Exactement. Le neurofeedback fait partie de la famille des biofeedbacks. On va travailler sur un organe et on va lui permettre, en lui renvoyant des feedbacks, donc des informations qu'on lui renvoie, de lui permettre de tout seul pouvoir s'améliorer. Donc on a dans la série des biofeedbacks un qui est très connu, c'est la cohérence cardiaque. Ouais. D'accord ? Donc la cohérence cardiaque, on a la chance de pouvoir jouer sur le cœur avec la respiration, mais pas le cerveau. Donc le cerveau, on va être obligé d'utiliser un électroencéphalogramme. D'accord. Donc j'utilise un ordinateur, c'est pas moi qui capte l'activité cérébrale, bien évidemment. C'est aussi le logiciel qui va faire l'interprétation de cet EEG. Et en retour, donc en feedback, pour que le cerveau sache que il est en train de faire des mini-bugs à certains moments, je vais avoir 3 canaux qu'on va utiliser qui sont très courts et qui sont simples et sans douleur. C'est le visuel, le tactile et l'auditif. Donc j'ai un écran avec des images, des jeux, des différentes choses. J'ai de la musique avec un casque dans les oreilles et j'ai un vibreur. Donc ces 3 canaux vont intervenir de façon simultanée, à quelques microsecondes près, puisqu'ils vont pas réagir exactement au même moment pareil, mais ils vont avoir de la répétition dans l'information qu'ils vont donner, et la simultanéité et la répétition vont faire que le cerveau va quelque part entre guillemets regarder dans les zones sur lesquelles on est en train de travailler, parce qu'il va comprendre qu'il y a des trucs qui bug dans ce qu'on est en train de lui renvoyer. Parce que l'image va se déformer, le son va plus ou moins passer à droite ou à gauche, le volume va monter ou descendre, et le vibreur, soit il fonctionne un petit peu, soit il fonctionne beaucoup. D'accord ? Donc en fait, c'est ces feedbacks-là qui vont l'aider à pouvoir réorganiser son fonctionnement et pouvoir donc s'améliorer. Ça se fait par la régulation, l'autorégulation. Donc c'est quelque chose qui fait partie de ses fonctions naturelles, et c'est dû à ce qu'on a découvert, ce qu'on appelle la neuroplasticité. Et depuis que tu pratiques le neurofeedback, alors thérapeutique, on va se concentrer sur celui-là. Est-ce que tu peux me parler d'un moment, évidemment en toute confidentialité, d'un cas particulier où tu te serais dit voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai changé de vie, quoi. C'est pour aider les gens de cette façon. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, parce que moi je l'ai utilisé au début pour des problèmes de santé, de burn-out, tout simplement. Gros burn-out, et c'est ce qui m'a permis vraiment de sortir et d'aller mieux au bout de quelques années. Et je n'ai pas pu ne pas reprendre ce métier de soignant, même si je suis plus tout à fait infirmière, parce que je me suis dit, tu ne peux pas ne pas en faire profiter les autres. Mais ce qui me réjouit le plus, c'est les enfants. Quand j'arrive à avoir des enfants, parce que je les ai pas eu tout au début, mais j'en ai vraiment beaucoup plus maintenant, c'est de voir qu'ils arrivent les parents décrivent une situation qui est des fois très très compliquée, surtout quand on est avec des TDA, des troubles même avec l'hyperactivité, donc c'est vraiment pas simple pour ces enfants-là, et les parents finissent par ne plus vivre la famille, les grands frères ou les petites sœurs, etc. Tout le monde pâtisse de cette situation. Donc ils arrivent, ils décrivent une situation qui est difficile, etc. Enfin, j'en pense à une particulière où tout le monde est à bout de nerfs et ne sait plus comment faire. Et au bout de quelques séances où on va débuter tranquillement le travail avec l'enfant, au bout de 3-4 séances, le parent qui me dit mais déjà à la maison c'est plus simple, il y a moins de crises, il y a plus les objets qui volent quand c'est des petits, c'est souvent les objets, quand j'ai un ado un peu plus grand, ça peut être les murs qui prennent des coups de poing. Et quand les parents disent non mais c'est déjà beaucoup plus calme à la maison, on arrive un peu plus à discuter, et là on se dit waouh. Ouais. Et dans le coup, ce que l'on permet aussi de comprendre aux parents, c'est que finalement l'enfant,
il n'y était vraiment pour rien dans cette situation. Et lui, au contraire, il le vit mal, mais il ne peut pas en sortir seul, parce que c'est vraiment une histoire de fonctionnement cérébral. Et là, c'est du waouh, quoi. Quand on a ça, on dit bon. Qu'est-ce que tu préfères, toi, dans ce nouveau métier que tu as choisi? Moi, ça reste le contact avec les personnes, la discussion, pouvoir être là pour les écouter, de temps en temps les aider à reformuler les choses, les rassurer, les accompagner dans la compréhension que enfin voilà, surtout chez les enfants, ils y sont pour rien, et ça c'est vraiment important de leur montrer que la capacité ils l'ont, et que voilà, il faut juste ça, c'était juste le petit truc pour qu'ils aient confiance en eux. Mais oui, ça va être ce temps d'échange et ce temps de discussion, parce qu'après la séance en elle-même, j'avoue que pour les adultes c'est 30 minutes. Pendant 30 minutes, voilà, je regarde, je surveille, je n'ai pas un besoin d'attention énorme. Ça s'enregistre tranquillement, voilà ce que j'ai loupé pendant 2 minutes parce que je suis sur mon agenda, je vais le retrouver après. Ouais. Donc c'est pas ça qui me passionne le plus. Ouais. C'est vraiment plus voilà l'évolution qui va se faire, même si des fois l'évolution on l'attend plutôt, elle vient pas, ou au contraire on a un petit dérapage qui se fait et on a des symptômes qui reviennent à fond les gamelles, mais bon, voilà, c'est chercher le pourquoi, essayer de comprendre et rassurer les gens, leur disant oui, on va y arriver. Mais toute plaie, alors, je suis infirmière, je suis un peu déformée, mais quand on soigne une plaie, on y met un produit dessus, quel qu'il soit, on y met un beau petit pansement, on le rouvre le lendemain, il est pas fini. Au contraire, il va avoir des fois évolué dans le mauvais sens et on va se dire oh non, j'ai pris le bon produit. Oui, je me fais confiance. Allez, on continue encore un petit peu. Et puis au bout de 4-5 jours, on se dit ça y est, ça commence à être beaucoup plus joli, la plaie est belle, machin. Et c'est ça aussi avec toute thérapie, quelle qu'elle soit. Est-ce que, comme dans la plupart, je pense, des thérapies, le patient doit être volontaire? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu peux, en gros, soigner quelqu'un, même si tu n'es pas médecin, j'ai bien compris, malgré lui? Je pense aux enfants en particulier, tu vois. Ouais. Oui. Oui, parce que là, on est vraiment sur de l'autorégulation. On est vraiment sur le feedback. Donc à partir du moment où l'enfant est d'accord pour qu'on lui mette des capteurs, qui va pas trop bouger, parce que c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'avec des enfants qui sont plutôt pour les hyperactifs, qui tiennent pas en place, on les met sur le fauteuil. Alors je leur montre évidemment, je prends énormément de temps pour leur montrer les électrodes, leur dire etc. Mais à partir du moment où je leur mets la manette dans les mains, et que je leur mets des petits jeux adaptés effectivement, là je peux les tenir si je pouvais jouer avec eux pendant 2 heures, ils bougeraient pas pendant 2 heures. Donc non, on capte leur attention et le boulot se fait de toute façon, même si la personne elle n'est pas volontaire. Des personnes qui arrivent qui sont épuisées pour X raisons de la vie et qui sont dans l'incapacité de tenir leurs yeux ouverts ou de jouer avec une manette, qui n'en ont vraiment pas la motivation, qui n'en ont pas l'envie. Au bout de 2-3 séances, je leur mets la manette dans les mains et puis on débute avec eux un autre travail en y associant le visuel. Donc non, le cerveau il va prendre tous les feedbacks qui vont lui être positifs. Le cerveau c'est le seul organe que l'on connaisse actuellement sur Terre et du peu de l'univers que l'on connaisse, qui ait la totale capacité d'être autonome, qui soit totalement autonome, on va le dire plus simplement comme ça. Donc il est capable de se
se régénérer, se regarder, se modifier, s'agrandir. Enfin, le préfrontal n'existait pas chez l'homme de Cro-Magnon, que l'on a nous aujourd'hui avec tout l'émotionnel. Donc, et tout ça, personne ne lui a dit tiens, il faudrait que tu changes ça. C'est bien lui, au fur et à mesure des circonstances, de la vie, de ce qu'il a rencontré, du climat, de la nourriture, etc., de son habitat, qu'il a fait ses propres déductions et qu'il a évolué, que l'homme a évolué tel que l'on est aujourd'hui. Et donc, c'est le seul organe qui soit totalement autonome. Donc, à partir du moment où on le nourrit, donc soit par des apprentissages, un enfant que l'on va éveiller sur les couleurs, les objets, la marche, le manger, etc. Tous les apprentissages, à partir du moment où un cerveau on lui donne de l'apprentissage, il est heureux. Un cerveau n'arrête jamais d'apprendre. Jamais. Donc en fait, non, même si la personne elle ne veut pas trop, elle est pas trop participative, elle y croit pas trop, etc. À partir du moment où on va pouvoir lui renvoyer des informations de sa propre activité cérébrale, il va prendre et il va faire les modifications qu'il va pouvoir, qui va être en ses facultés. Et donc la répétition tourne toujours pareil, elle va faire qu'au bout d'un moment, tout va s'enclencher à un certain niveau. J'imagine que tes patients ou les parents des enfants émettent des réserves peut-être sur le fonctionnement, l'efficacité, la dangerosité, etc. Qu'est-ce que tu entends? La dangerosité, ils ont peur, alors pas que les parents, mais même ils ont peur, ils en ont entendu parler, ils savent pas trop, mais est-ce qu'on envoie du courant? Ça c'est la question qui revient très très souvent. Donc là-dessus, non, au contraire, c'est totalement naturel et c'est que du travail du cerveau. Donc ça c'est plutôt rassurant. Je l'ai moins maintenant, mais je l'ai eu beaucoup au début, cette crainte de l'électricité. Donc voilà. Sinon après, les parents sont surtout inquiets de savoir est-ce que ça peut provoquer d'autres choses qui peuvent être désagréables ou autres. En fait, pas tellement, à part réveiller des symptômes, qui peuvent être un petit peu désagréables, mais pas tellement. Des enfants qui vont être agités pour s'endormir, ils vont pouvoir se trouver le sommeil un petit peu plus tôt, ou des enfants qui vont cauchemarder, qui vont se réveiller en pleine nuit, c'est pareil, les cauchemars vont disparaître, les parents vont plus les entendre se réveiller. Donc tout ça, avec l'expérience, dans le coup, on peut leur dire, on peut leur dire le vrai, leur dire oui, ça va pas se faire tout de suite. Il y a de fortes chances que on ait du mieux. Je peux pas vous dire du tout dans quelle mesure. J'en suis pas capable. L'honnêteté, ça prime tout le temps, quoi. C'est vrai qu'il faut surtout être très juste et très vrai dans ce qu'on leur dit et ne jamais leur cacher quoi que ce soit, parce que d'abord ce serait tricher, et puis en plus c'est leur donner de faux espoirs. Or c'est pas ça qu'il faut faire. Sinon, ce qui peut les embêter un petit peu, ça va être le temps, la régularité, que ça prenne du temps. Ouais, bien sûr. Alors les parents qui ont déjà des enfants qui sont suivis par des pédopsychiatres, des orthophonistes, etc. C'est des enfants qui ont déjà des parcours des fois depuis 3, 4, 5, 7 ans. Donc les parents, ceux-là, ils viennent, ils savent que ça peut demander du temps. Donc c'est pas les plus impatients. C'est plus pour les autres qui viennent pour la première fois, ceux qui n'ont pas d'autres thérapeutes avant. C'est un métier que je découvre, une pratique que je découvre avec toi. On a la chance d'avoir une thérapeute en neurofeedback à la loupe. Pourquoi la loupe? Alors, quand j'ai débuté, il y a 7 ans, je me suis mise à Chartres. J'étais la seule dans la région, mais une région très large. Je m'en doute. Parce qu'au Mans et tout ça, il y en avait pas.
Bon, après, j'en ai découvert un petit peu quand même dans le nord de l'Eure-et-Loire, et je me suis dit que je voulais couvrir un maximum le territoire. Donc Châteaudun venait facilement à Chartres. Ouais. Par contre, Nogent-le-Rotrou ne venait pas du tout à Chartres. Ouais, c'est vrai. Donc je m'étais installée à Nogent-le-Rotrou. Ah, d'accord. Donc j'ai eu mon premier cabinet secondaire, on va dire, à Nogent-le-Rotrou. Et le Covid faisant, ça a été très compliqué pendant plusieurs mois. La clientèle qui était en cours, j'ai pu la continuer, mais il y avait plus de nouveaux. Hein, on avait un peu ce phénomène qui faisait que les gens n'osaient plus bouger, faire quoi que ce soit, aller voir qui que ce soit. Donc j'ai arrêté à Nogent-le-Rotrou, et quand ça a redémarré un petit peu, je me suis dit mais c'est vraiment dommage de pas avoir de pas reprendre cette partie du secteur, hein. Donc je me suis dit allez, je vais essayer la Loupe. Donc voilà comment je suis arrivée à la Loupe, mais c'était une volonté de couvrir une autre partie du secteur. Je comprends bien que tu viens ici à la Loupe pour des raisons professionnelles, donc tu t'attardes peut-être pas beaucoup, mais qu'est-ce que tu aimes sur ce territoire? Qu'est-ce qui te plaît ici? Ah, moi j'aime bien le centre-ville de la Loupe. Ouais. Alors je viens pas souvent, en plus le lundi il y a pas beaucoup de magasins d'hiver, vrai. mais je reviens en semaine. Ouais. je viens me chausser ici maintenant, mon mari aussi, parce que j'adore le magasin. J'ai les bouchers, les boulangers, j'y ai pris mes repères aussi, hein, pas que le supermarché du coin. Non, j'aime bien la place, j'aime bien le domaine. J'ai connu un peu plus les gens quand il y a justement eu le Covid et que j'ai participé à la vaccination massive, parce que donc la mairie a participé, hein, et donc j'ai pu connaître quelques élus qui s'occupaient de ça, même les gens de la mairie, etc. Et je retrouvais ce côté assez familial, assez proche, assez on se débrouille avec ce que l'on a, etc. Donc ça c'était plutôt très agréable. Donc j'aime bien, j'aime bien ce petit centre-ville. Il est pas grand, mais on y trouve de tout, enfin l'opticien, donc non, c'est agréable. J'aime bien. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Alors, me souhaiter. Moi, j'ai pas envie de développer outre mesure ce que je fais. Un petit peu plus de travail, pourquoi pas. Mais moi, j'arrive à un âge où j'ai plus envie de me dire que je vais être en pré-retraite. Donc, j'ai encore envie de beaucoup travailler, bien sûr. Mais j'ai envie que d'autres personnes se forment à ça, par contre. Donc, j'ai déjà eu de la chance dans ma patientèle d'en avoir 2 qui se sont formés. Donc c'est très très bien, et c'est vrai que je serais vraiment très preneuse de pouvoir aider d'autres personnes à le faire. C'est la fin de cet épisode. Le cabinet de Caroline est situé 18 rue de la Gare à la Loupe, et ses informations de contact sont à trouver sur son site careoline.fr, qui s'écrit careolyne.fr. Si vous aimez Perchissime, criez-le sur tous les toits et suivez son actualité sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Merci pour votre écoute et à très bientôt.